Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 janvier. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Les nouvelles recrues du corps des sapeurs-pompiers de Monaco se sont vues remettre leur casque pour symboliser officiellement leur prise de fonction ce jeudi matin. Une célébration émouvante en présence des familles. Le bilan touristique pour les fêtes de fin d'année avec le directeur de la DTC, Guy Antonielli. Vous le verrez, les vacanciers sont venus en nombre et notamment de Chine. Un point sur les chiffres de l'état civil, les naissances, les décès, les mariages sont légèrement en baisse. Quant aux prénoms les plus populaires, Rose chez les filles et Jules pour les garçons. Des élèves de l'école Saint-Charles ont été initiés à identifier et recenser les poissons du musée océanographique en partenariat avec l'association Monégasque pour la protection de la nature. La Principauté renforce son engagement avec Sciences Po Menton, un partenariat qui date de 2014. Nous recevrons pour en parler le directeur du campus. L'AS Monaco Kids Tour s'est arrêté à Roquebrune-Cap-Martin ce mercredi pour le plus grand plaisir des jeunes fans de foot. Et enfin, le mois de janvier est traditionnellement la période pour tailler ses rosiers. Nous serons pour le coup avec les jardiniers de l'Ado à la Roseraie Princesse Grasse. Ils vous donneront quelques conseils. On ouvre ce journal par une cérémonie. Après des mois de formation, les nouvelles recrues du corps des sapeurs-pompiers de Monaco se sont vues enfin remettre leur casque pour symboliser officiellement leur prise de fonction. Une célébration en présence des familles, du ministre de l'Intérieur Lionel Beffre et du reste du corps. Reportage signé Alban Gingembre, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Sapeur Romain Richard, casque remis par le sergent Benjamin Bosque. Après 3 mois de formation, le jour J est enfin arrivé. Les 4 nouvelles recrues qui avaient intégré le corps des sapeurs-pompiers au mois de septembre prennent officiellement leurs fonctions. Les jeunes soldats du feu reçoivent leur casque, symbole de leur engagement au sein du corps. On est fiers et heureux de pouvoir servir au corps de sapeurs-pompiers de Monaco. Je pense qu'on ressort tous de cette formation grandie, on a appris sur nous-mêmes, on a appris à travailler tous ensemble, à se connaître plus l'un l'autre. Et je pense que voilà, ce qui en ressort principalement, c'est un esprit de cohésion, un esprit de groupe qui nous a tous amenés d'un certain niveau à un niveau demandé et requis afin d'exercer le métier. C'est une fierté professionnelle et personnelle. Je pense qu'on est tous contents, c'est l'aboutissement de la formation et maintenant on n'a plus qu'à voir la suite. Des interventions, faire carrière et puis s'épanouir au sein du corps. Les hommes ont été formés au secourisme, à l'incendie et aux différentes spécialités du corps. Les formateurs leur ont donné les clés pour répondre à la devise du corps, courage, dévouement et sacrifice. C'était des anciens sapeurs-pompiers pour la plupart, donc ça a été une remise à niveau. Ils venaient de différentes unités et ça a pu, enfin, on a pu prendre le même langage pour tout le monde. Ils ont su montrer du sérieux dès les premiers jours et ils ont toujours gardé la même ligne de conduite. Et on en est fiers et j'espère que leur carrière se poursuivra dans la même lignée. Cette promotion porte le nom du sergent-chef Thierry Perrard, victime de son devoir. Un hommage, mais aussi un rappel de la dangerosité du métier de pompier. Un métier ô combien important dans notre société. Alors que nous attaquons cette nouvelle année 2025, comment se sont déroulées les fêtes de fin d'année au niveau du tourisme? D'où viennent les vacanciers qui sont venus nous visiter? Avec nous pour y répondre, le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Peut-on déjà faire un bilan sur ces fêtes de fin d'année en principauté en baladant au marché de Noël ou sur la place du Casino par exemple? J'ai eu l'impression qu'il y avait eu du monde, je me trompe? Non, vous ne trompez pas Fabien, il y a eu beaucoup de monde. Nous avons pu le constater dans la fréquentation des points d'information de l'Office du tourisme. Nous avons accueilli plus 46% de personnes de plus qu'à la même période l'année dernière. Plus 46? Oui. Ah oui, c'est beaucoup. Et ce sont plus des touristes qui viennent pour la journée visiter ou ce sont des touristes qui résident, qui dorment à Monaco? Alors, la plupart de ceux qui passent à l'Office du tourisme ou dans les autres points d'information passent à la journée à Monaco. Ceux qui résident en principauté se renseignent beaucoup plus auprès des hôtels ou sur les sites mobiles ou web de la direction du tourisme. Ce que nous renseignons réellement dans le point d'information de la gare ou du boulevard du Moulin, ce sont les gens qui se rendent à Monaco pour la journée. Et est-ce que l'on sait d'où viennent ces personnes, ces touristes, plutôt de la France, de l'Italie, d'encore plus loin? Alors, vous les avez cités, Fabien, Français, Italiens sont toujours présents lors des fêtes de fin d'année, mais des clientèles qui viennent de beaucoup plus loin étaient là également. La première clientèle renseignée à l'Office du tourisme au mois de décembre,
C'était les Chinois. D'accord. Chinois que nous ne voyons pas pour l'instant dans nos hôtels, mais qui donc étaient présents sur la Côte d'Azur. Et cette attractivité prononcée de la principauté va définir notamment nos actions pour 2025 sur les marchés asiatiques. Avant de parler de 2025, est-ce que 2024 a été un bon cru ? Alors 2024 dans l'ensemble est un très bon cru. On attend de pouvoir compiler les chiffres définitifs. Nous savons déjà que décembre est bien meilleur que l'année dernière pour les hôtels. Nous sommes à 44% d'occupation contre 36% en 2023 sur les mêmes prix moyens de chambre, mais une fréquentation qui a progressé essentiellement dans la première quinzaine grâce au tourisme d'affaires principalement. Les fêtes de fin d'année, Noël un peu en retrait par rapport à 2023, essentiellement en raison d'une clientèle italienne un peu en retrait par rapport à l'année dernière, mais un retrait par rapport à une progression forte en 2023. Donc nous revenons dans des niveaux habituels et un réveillon au même niveau que l'année dernière. Donc oui, nous concluons une année de très belles factures. Quelles sont les perspectives d'avenir ? Qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal ? Si j'avais la boule de cristal, ce serait beaucoup plus simple. Ce que nous voyons, c'est un marché du Moyen-Orient qui reste très attiré par la principauté et surtout nos correspondants américains qui nous font part de réservations qui arrivent plus vite que les autres années et qui s'étalent plus longtemps dans l'année. Bien évidemment, cette fréquentation américaine est supportée par les ouvertures de lignes directes vers les États-Unis à l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Et que fait la DTC ? Quelles sont vos stratégies pour l'avenir ? On a parlé par exemple de la clientèle chinoise. Qu'est-ce que vous faites ? Alors vous savez que la DTC a 7 bureaux dans le monde pour couvrir l'ensemble des marchés importants pour Monaco. Nous continuons à faire du marketing sur Monaco. Nous avons notamment en Chine, nous en avons parlé, un mini-site web sur Ctrip, qui est un des principaux vendeurs en Chine. Nous participons à des salons. Nous allons remettre Monaco à l'honneur sur Times Square, comme ça a été fait par le passé. La campagne est actuellement diffusée sur Times Square et le sera tout au long de l'année. Et beaucoup d'actions à venir. Vous le savez, la DTC, c'est quasiment 7 actions par semaine dans le monde. Écoutez, Guy Antonielli, merci d'avoir répondu à mes questions concernant notamment le tourisme en cette fin d'année et puis ses perspectives d'avenir. Merci beaucoup. Merci Fabien, bonne soirée. Comme tous les ans, au mois de janvier, la mairie présente les chiffres de l'état civil pour l'année écoulée. En 2024, les naissances, les décès et les mariages sont en baisse. Seule augmentation constatée par rapport à 2023, le nombre de divorces. Une tendance commentée par Nada Lorenzi au micro de Sarah Inkari. Les naissances sont en baisse en 2024 puisqu'on passe de 721 naissances contre 804 en 2023. Je tiens à préciser qu'il y a eu plus de naissances de garçons puisqu'il y a eu 399 garçons et 322 naissances de filles. Il y a une petite particularité sur ces 721 naissances, c'est qu'il y en a eu 360 issues d'union maritale et 361 hors mariage. Il y a eu 176 mariages contre 194 en 2023. Ça fait 18 mariages en moins qui a été célébré en mairie. C'est une tendance qui se constate déjà depuis plusieurs années ? Alors on peut dire que oui, parce que en 2022 par exemple, il y a eu 191 mariages. En 2023, donc comme je l'ai dit précédemment, il y en a eu 194 et en 2024, 176. Donc il y a vraiment une baisse significative des mariages. Mais je ne peux pas vous expliquer les raisons pour lesquelles c'est en baisse, parce que la mairie, en fait, on recense les déclarations, on recense le nombre de mariages qu'on célèbre, mais c'est plutôt le rôle de l'INSEE. Concernant les prénoms, Rose, Victoria, Emma, Louise, Angelina et Lina ont été les plus attribués pour les filles. Et pour les garçons, Jules, Léo, Lorenzo, Noah, Liam, Louis et Raphaël.
Organisé par l'association monégasque pour la protection de la nature, des élèves de l'école Saint-Charles ont été initiés au protocole FAST, un protocole utilisé dans le cadre d'opérations de sciences participatives. Des bénévoles apportent leur concours pour compléter les suivis des peuplements de poissons mis en place par les scientifiques. L'aire marine éducative de Monaco étant gérée tous les ans par une classe de 7e de la Principauté, les enfants ont donc apporté leur soutien et suivi ce protocole comme des adultes. Crescinda Petit et Camille Caloni sont partis à leur rencontre. Reportage. Le thème cette année, mieux connaître pour mieux protéger. Tels des petits plongeurs, des élèves de CM2 se sont immergés au cœur du musée océanographique pour mettre en pratique leurs connaissances pour recenser diverses espèces méditerranéennes peuplant les aquariums. Il s'agit d'une méthode de comptage relativement simple mais suffisamment performante pour fournir aux scientifiques des données pertinentes. L'objectif, apprendre la rigueur scientifique aux enfants et les sensibiliser à la protection des écosystèmes marins. En fait, ils doivent, à partir d'une liste de 23 espèces, identifier si ils sont présents ou absents dans les aquariums. Parce qu'en fait, le point de départ, c'est utiliser les aquariums du musée qui les a gracieusement mis à nos dispositions pour permettre aux enfants de mettre en application ce protocole. Parce qu'en fait, c'est un protocole qu'on applique normalement en plongée sous-marine. On les voit évoluer tout au long de l'année. Alors déjà, ils acquièrent une somme de connaissances extraordinaire. Ils sont extrêmement curieux et on le voit aux questions qu'ils posent. Et puis vraiment, ils se passionnent en tout cas pour leur projet parce que ce sont eux qui le portent. Nous, on est les adultes qui encadrent, mais eux portent leur projet. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sentent véritablement responsables par rapport à tout ce qui peut être mis en place. Et ils font des préconisations, on le voit, parce que c'est ce qu'on va faire en fin de matinée, qui sont vraiment très sensées, très bien pensées, très bien exprimées, et qui montrent véritablement qu'ils ont appréhendé la globalité du problème environnemental. La technique d'échantillonnage repose donc sur une liste de 23 poissons faisant partie des espèces clés situées en haut de la chaîne alimentaire, mais également ciblées par la pêche. C'est donc muni de fiches d'identification pour collecter les données et à partir d'indices que ces jeunes apprentis chercheurs ont pu, par tranche de 15 minutes, identifier les espèces protégées en Méditerranée et les espèces non indigènes dont la particularité est de se trouver hors de leur zone géographique d'origine. J'aime bien ce projet parce que ça va aider les animaux et j'aime bien les animaux. J'aime bien les protéger. Et toi ? Et moi, c'est parce qu'on peut voir de différents types de poissons qui ne sont pas, par exemple, dans notre aire marine éducative ou dans la mer. Et donc, c'est bien ici, on peut tous les voir. Et c'est important, justement, que l'association mette ça en place auprès de vous, de la jeunesse ? Oui, au moins, ça aide les animaux à ne pas être en détresse ou ne plus avoir trop de pollution. C'est surtout, on peut en parler à tout le monde, du coup. On peut en parler à nos parents, à nos grands-parents ou à nos amis pour qu'ils nous aident aussi. Une activité qui permettra donc à ces enfants de mieux appréhender les menaces qui pèsent sur la biodiversité marine, notamment en raison des activités humaines et du changement climatique. Ces programmes scientifiques réalisés par les élèves et l'interprétation de leurs résultats permettront ainsi aux enfants d'acquérir une vision globale de la biodiversité au sein et en périphérie de l'aire marine éducative et de proposer des actions de conservation. Sciences Po Menton, ce campus est dédié aux études des enjeux géopolitiques, économiques et sociaux des pays du pourtour méditerranéen, du Moyen-Orient et du Golfe. Eh bien, depuis 10 ans, par le biais du département des relations extérieures et de la coopération, Monaco a mis en place un partenariat qui vient d'être renouvelé. Nous recevons pour en parler le directeur du campus, Youssef Alawa. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Le partenariat, je viens de le dire, date de 2014. Que représente pour vous ce partenariat avec Monaco ? C'est tout d'abord un honneur immense d'être soutenu par le gouvernement de la Principauté pour notre université, mais c'est aussi une grande chance pour les étudiantes et les étudiants, dont certains d'entre eux sont soutenus très directement grâce à cet accord. Alors justement, comment est-ce qu'ils sont soutenus ? En quoi consiste concrètement ce partenariat ? Ce sont des bourses ? Oui, il y a deux axes. Il y a un premier axe qui est effectivement un soutien financier, l'octroi de bourses à des étudiantes et des étudiants qui se distinguent par leur mérite, l'excellence. Il y a une condition de ressources aussi qui joue, mais aussi il faut qu'ils soient originaires d'un pays considéré comme prioritaire
pour la coopération monégasque. Il y a par exemple le Liban, la Tunisie, le Maroc ou encore la Mauritanie. Ça, c'est le premier volet du partenariat. Et le deuxième volet du partenariat, ce sont des actions de sensibilisation de la communauté étudiante de Sciences Po à Menton aux grands enjeux du développement et de la solidarité internationale. Et ça se traduit aussi par un festival de courts-métrages, Cinéma for Change. Expliquez-moi ça. Absolument. C'est un festival et les étudiantes et les étudiants du campus continuent d'être associés à ce festival de courts-métrages. Alors, il a de cela de particulier qu'il met en lumière des productions, donc des courts-métrages, autour des objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, ce sont des courts-métrages présentés aux étudiants dans notre grand amphithéâtre. Alors, on essaye de faire salle sombre pour faire comme si nous étions au cinéma. Les étudiants visionnent ces courts-métrages, se prononcent, discutent, engagent un débat avec le réalisateur, votent, et 2 chanceux parmi eux ont la chance d'être invités à Paris pour la remise d'un prix. Alors pour que les téléspectateurs comprennent bien, Sciences Po Menton est spécialisé dans le pourtour méditerranéen du Moyen-Orient et du Golfe. Dans quel état d'esprit sont les étudiants de Sciences Po Menton ? Alors, je me permets de préciser que, effectivement, certains d'entre eux sont originaires du pourtour méditerranéen, mais cette année universitaire 2024-2025, nous accueillons sur le campus de Menton 71 nationalités. Tous les continents sont représentés, les 6 langues officielles des Nations Unies sont couramment parlées sur le campus. Et effectivement, comme vous le disiez, nous accueillons des étudiantes, des étudiants originaires de pays ou en guerre ou qui connaissent des crises très, très sévères. Et effectivement, il y a le Liban, il y a la Palestine, il y a Israël, il y a aussi l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Russie, l'Ukraine. Alors, ce sont des étudiants à Sciences Po, donc très, très impliqués, très intéressés par ce qu'il se passe. Ils ont de la famille souvent sur place, et ce qu'on sent quand on discute avec eux, c'est qu'ils ont vraiment envie de pouvoir, à leur niveau, faire en sorte que les choses changent et surtout que les choses s'améliorent. Est-ce que les esprits se sont apaisés ces derniers temps à Sciences Po Menton, parce qu'il y a eu des tensions au sein du campus avec cette actualité brûlante au point d'y avoir eu des polémiques et des articles dans les journaux. Est-ce que cette tension s'est un peu apaisée ? Depuis cette rentrée universitaire, depuis le mois d'août 2024, nous avons vraiment essayé de faire du campus de Menton ce qu'on appelle un campus de la paix. Comme je vous le disais, ces étudiantes et ces étudiants sont originaires de très nombreux pays. Ils ont des cultures, des nationalités, des religions différentes. Il faut vraiment que le campus soit un lieu de paix, préservé pour l'étude et au sein duquel les valeurs de tolérance, de respect et d'entraide soient au cœur de la vie du campus. Je crois que le message est bien passé depuis la rentrée. Nous avons organisé des cours, des rencontres. Nous avons aussi recruté des intervenants qui viennent de ces différents pays. Nous avions par exemple un professeur israélien, une professeure égyptienne, un professeur libanais qui ont essayé de leur montrer à quel point la situation était complexe et surtout à quel point il fallait se garder de tenter d'avoir une vision simple des choses et surtout de dépasser les préjugés que chacun d'entre nous peut avoir. Et puis une actualité qui est tombée aujourd'hui, un président a été nommé au Liban par le Parlement, le général Joseph Aoun. Je le rappelle en tout cas, un partenariat a été renouvelé entre le gouvernement de Monaco et Sciences Po Menton, un partenariat qui date de 2014. Youssef Alaoua, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et merci au gouvernement de la Principauté pour son soutien. Le Monaco Kids Tour poursuit sa route pour cette 8e étape. Le bus de l'AS Monaco FC s'est arrêté hier au stade de Roquebrune-Cap-Martin et a réservé de belles surprises aux jeunes du club. Un reportage de Gaëtan Lebrun et Hugo Comassa. Plus de 200 jeunes du club de foot de Roquebrune-Cap-Martin étaient présents pour cette nouvelle étape du Monaco Kids Tour. Au programme, tir de ballon sur cible de fléchettes géantes, baby-foot géant, quiz sur l'AS Monaco. De nombreuses activités ont été organisées par le club de la Principauté afin de divertir les jeunes licenciés. En attendant le clou du spectacle, une séance de dédicace avec le défenseur central de l'AS Monaco, Christian Mawissa, venu exprès pour l'occasion, échanger avec des jeunes qui partagent la même passion que lui. Franchement, je suis très honoré et très content parce que quand j'étais petit aussi, j'ai déjà participé à ce genre de choses, mais moi c'était l'inverse, c'est moi qui étais en bas. Et étant petit, j'aurais aimé rencontrer des joueurs professionnels aussi à mon tour. Et aujourd'hui, si je peux les rendre heureux,
c'est le principal. Un événement organisé en collaboration avec la mairie de Roquebrune-Cap-Martin dans le but de promouvoir le sport dans la commune tout en réalisant le rêve de tant d'enfants. Ça, c'est le superbe cadeau que l'AS Monaco nous offre cette année. L'an dernier, c'était une première. On avait été un peu déçus, mais enfin, un peu déçus de ne pas avoir de joueurs. Mais il y a toujours des difficultés, c'est normal, ils ont là un métier. Mais là, vraiment, nous sommes gâtés. En plus, on a la chance à Roquebrune, ville active, ville sportive, labellisée. Donc avec un maire qui demande au maximum de jeunes de Roquebrune de pratiquer un sport. Aujourd'hui, c'est le football qui est mis en évidence. Donc un grand merci à l'AS Monaco. Et je peux vous assurer qu'on sera toujours à vos côtés pour qu'il y ait de plus en plus de monde au foot à Monaco pour encourager l'AS Monaco. Prochain arrêt, l'Italie pour le bus du Monaco Kids Tour avec une étape le mercredi 15 janvier à Campo Rosso. Parlons à présent d'un événement qui a rassemblé les amateurs de jardinerie hier à Fontvieille, la taille des rosiers. C'est la période. La direction de l'aménagement urbain a organisé un atelier à la roseraie Princesse Grasse, un événement qui séduit chaque année les visiteurs. Plus de détails avec Christina Petit-Tomel sur des images de Camille Caloni. Qui n'a pas rêvé un jour d'avoir la main verte? L'objectif de cet atelier, apprendre à tailler correctement un rosier. Les amoureux de belles plantes s'étaient donc donné rendez-vous hier au cœur de la roseraie pour écouter les conseils avisés des jardiniers. C'était une occasion d'apprendre. On prépare le printemps, alors on est obligé de couper ce qui ne convient pas pour aérer pour qu'elle pousse mieux par la suite. Qu'il s'agisse de tailler pour la santé de la plante ou de couper pour embellir, chaque coup de sécateur compte. Alors, comment devons-nous nous y prendre pour couper un rosier sans faire de faux pas? Finalement, on laisse environ 3 à 5 branches assez jeunes, plutôt robustes quand même, mais assez jeunes, qui ont l'air en bonne santé. On supprime tout le sec, on supprime les branches qui se croisent à l'intérieur pour favoriser l'aération. On les coupe à environ 3 départs, en minimum 3 départs. Voire plus, mais un minimum de 3. Et il y a des saisons spécifiques pour le faire, pour la taille? Nous, on fait ça ici, dans notre climat qu'on a ici, on fait ça après les gelées, on va faire ça au mois de janvier. Mais en fait, pourquoi est-il essentiel de bien couper un rosier? Tout simplement car cela permet de revitaliser la plante, d'encourager la floraison et de prévenir des maladies. Vous savez tout à présent, alors vous voilà prêts à jardiner. Merci pour ces conseils, Christina. Et on ne manquera pas d'aller se balader au printemps à la roseraie Princesse Grasse. On se quitte avec les photos de fin de journal consacrées ce jeudi à la traditionnelle remise des casques aux nouvelles recrues de la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco. Ce sont des photos de Manuel Vitali. Et juste après, la météo d'Alban Gingembre. Merci à tous de votre fidélité. Vous retrouverez demain, 19h, Sarine Carry à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. La brume matinale d'aujourd'hui laissera place à un ciel plus net demain en principauté. Quelques passages nuageux sont toutefois attendus toute la journée. Attention aussi au vent avec des rafales pouvant atteindre les 35 km/h, mais ça se calmera en deuxième partie de journée. Du côté des températures, le thermomètre affichera 9 degrés le matin et jusqu'à 15 degrés l'après-midi. Enfin, en ce vendredi 10 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête au Guillaume. D'ailleurs, le saviez-vous, il existe un dicton en lien avec ce prénom pour prévoir le temps et adapter les périodes de récolte. À l'époque, nos aïeux disaient « Beau temps à la Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume ». C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.